Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Et avant toute chose, évidemment, tous mes voeux de bonheur, de joie et de réussite pour cette nouvelle année 2023. Alors, aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière puisque nous allons, dans quelques jours, célébrer les 10 ans de législation de l'intermédiation bancaire. Évidemment, pour commenter ce 10e anniversaire, qui de mieux placé que notre ami Laurent Denis d'Endroit Avocat. Bonjour, cher Laurent. Bonjour Eric, quel plaisir de te retrouver. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bon, super. Alors, effectivement, 10 ans de législation d'intermédiation bancaire. Et en préparant cette émission, tu es retombé, cher Laurent, sur l'édition du premier code monétaire et financier. Raconte-nous tout. Eh oui, chacun a les collections qu'il peut. Alors moi, je collectionne des vieux bouquins de droit bancaire ou des vieux bouquins de technique bancaire. Et donc, vous avez là ici un petit clin d'œil et la photo du code monétaire et financier en version d'origine. C'est pas aussi brillant et prestigieux que le code civil, hein, le code Napoléon, mais enfin, pour nous tous, c'est quand même très important dans la vie de tous les jours, même si on s'en rend pas compte. Première version du code monétaire et financier, 2001. Ça nous rajeunit pas, hein, Eric? Et à Ça nous l'intérieur de ce rajeunit code pas. monétaire et financier de 2001, eh ben, il y avait déjà un petit clin d'œil et un petit mot concernant les IOBSP. Et la surprise, ce n'est pas une législation très, 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 très abondante. 5 articles. Donc là, les 150 heures et le QCM de formation étaient assez vite faits. D'ailleurs, ça n'existait pas. Exact, exact, exact. Et c'est finalement une loi de 2012 qui est entrée en vigueur en 2013 qui a finalement été l'acte fondateur de l'intermédiation bancaire, Laurent. C'est juste, Eric, on peut le rappeler rapidement, hein, parce que ceux qui n'ont pas forcément connu cette époque troublée, on a connu une grande, grande, grande crise financière et économique et bancaire, surtout au départ, en 2008, et qui a donné lieu à une créativité législative assez débridée. On s'est demandé ce qu'on pouvait réglementer, qu'on n'avait déjà pas réglementé, et les IOBSP sont tombés au milieu du périscope du sous-marin du législateur qui s'est dit bah là il y a un bon endroit pour placer quelques torpilles, et ça a donné lieu donc à une loi très originale sur les intermédiaires bancaires qui était simplement encadrée par 5 articles. Là on s'est dit on va développer toute une gamme d'articles législatifs et réglementaires pour encadrer les intermédiaires bancaires qui n'y étaient absolument pour rien dans la crise bancaire et financière de 2008, hein, bien entendu. Bien sûr. C'est un grand classique. C'est un grand classique français. Et donc, on a eu cette loi de 2012 qui est entrée en vigueur le 15 janvier 2013. Le 15 janvier 2013 et le 15 janvier 2023, nous arrivons donc aux 10 années de cette réglementation. Nous vivons depuis 10 ans dans une législation et une réglementation de l'intermédiaire bancaire profondément transformée. Alors, on en profite pour fêter bon anniversaire, souhaiter un bon anniversaire 10 ans après à l'ensemble des professionnels de l'intermédiation bancaire. Et Laurent, on avait lancé un sondage en ce début d'année auprès des intermédiaires bancaires pour justement recueillir leur perception de cette réglementation, de cette législation. Et ce que je te propose, c'est qu'on parcourt ensemble les réponses apportées par les répondants à ce sondage, avec déjà une première question et un premier élément de réponse qui nous a interpellés, c'était est-ce que pour les IOBSP, pour eux-mêmes, est-ce qu'ils percevaient cette législation comme ayant des résultats positifs pour leur métier? Et 84%, hein, donc une immense majorité d'IOB qui estiment effectivement une réglementation positive pour le métier. Un commentaire, Laurent? Pas de surprise, c'est quelque chose qu'on a entendu dès le début, en réalité. Dès que la loi s'est mise en place et dès qu'a été digéré l'inconfort de découvrir des choses nouvelles, des obligations nouvelles. Les obligations nouvelles, c'est jamais très drôle. Une fois qu'on les a lues, comprises, mises en route, ben, tout le monde a très généralement ressenti que c'était une loi qui était plutôt positive pour la profession, qu'elle aidait la profession à exister, qu'elle conférait de la visibilité supplémentaire à la profession, elle la consacrait presque d'une certaine façon, hein. On vit dans un monde où, quand on n'est pas régulé, bah, finalement, on a une existence qui est un peu marginale. Donc, une loi pas forcément facile à avaler, mais qui est
pas mal passé, pas si mal que ça, pardon, au début. C'était un virage important pour les IOBSP. Toi, tu l'as vécu, Eric. Oui. Et donc, c'était quand même des transformations, des changements assez importants. Ben oui, on récolte effectivement ce résultat. Une écrasante majorité d'intermédiaires bancaires, ceux qui nous ont sympathiquement répondu et qu'on salue, considèrent que c'est une loi positive pour la profession et c'est sans doute assez juste. Et alors, si on poursuit donc les questions que nous avons posées, on a interrogé aussi les IOB sur la protection des clients. Est-ce que cette réglementation, est-ce que les conditions d'accès et surtout d'exercice de la profession servent la protection du consommateur? Et là, un résultat qui est plutôt là aussi sans appel, puisque plus de 3/4 des IOB estiment que c'est une législation protectrice pour les clients. Oui, alors deux choses. La première, cette législation, elle a été vendue et conçue et réfléchie et mise en place pour protéger le consommateur. Donc ce serait quand même assez décalé qu'on arrive à un autre résultat. Et effectivement, les IOB ont bien compris que ce qu'on leur demandait, les obligations qu'ils recevaient, qu'ils doivent exécuter, sont des obligations qui concourent à la protection du consommateur. Tout ça pour rappeler aussi quand il y a des discours sur est-ce qu'on ne pourrait pas encore augmenter les obligations des professionnels, notamment des IOB, en vue d'améliorer la protection des consommateurs, c'est des discours auxquels il faudrait bien réfléchir. Bien sûr qu'on peut toujours surperfectionner la protection des consommateurs. La réalité, c'est qu'elle n'est jamais mesurée, la protection des consommateurs. Il n'y a pas d'outils qui permettent de dire si dans tel ou tel pays, pour tel ou tel sujet, les consommateurs sont bien protégés ou pas. La réalité, c'est que c'est ce que ressentent les IOBSP et c'est une vérité profonde. Les consommateurs des intermédiaires bancaires sont bien protégés. Il ne faut pas hésiter à le constater, il ne faut pas hésiter à l'affirmer. Très clair. Sur les conditions d'accès à la profession, on a eu une bonne surprise à la lecture des réponses, puisque là aussi, on a un petit peu plus de 3/4 des IOBSP qui estiment que pour eux et pour leurs équipes, les conditions d'accès à la profession sont plutôt claires et plutôt bien maîtrisées. Et toujours sur cette notion de perception par les IOBSP, une surprise, c'est qu'on a encore plus de répondants qui estiment bien maîtriser les conditions d'exercice de la profession. Et Laurent, je me souviens, quand on a préparé cette émission, que ça t'a fait tiquer que finalement, il y ait plus de personnes qui estiment positif les conditions d'exercice. Oui, là, on a un résultat intéressant. On distingue classiquement, et le Code monétaire fait cette distinction entre les conditions d'accès. Par exemple, avoir une assurance de responsabilité civile, s'immatriculer à l'ORIAS, c'est des conditions d'accès. Et puis, les conditions d'exercice. Ça, c'est des obligations qu'on doit délivrer selon la nature de la catégorie d'IOBSP, selon la nature de crédit. Alors oui, effectivement, c'est surprenant. J'ajoute rien à ce que tu as dit, Eric, très, très justement. On a quand même des majorités écrasantes aussi, plus de 3/4, c'est quand même des bons résultats. Deux choses. Effectivement, la première, c'est qu'on a quand même un quart des IOBSP, c'est pas rien, un IOBSP sur 4 qui considère ne pas être à l'aise avec les conditions d'accès ou les conditions d'exercice. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit regarder et qui doit inviter à, notamment, je pense, ce travail d'accompagnement qui est du rôle des associations professionnelles. Il y a encore un travail à faire pour aider les IOBSP à bien comprendre les obligations d'accès et les obligations d'exercice. Et puis, ce que tu as dit très justement, on est surpris du fait que les IOBSP se trouvent plus à l'aise avec les conditions d'exercice de la profession, les obligations d'exercice, qu'avec les conditions d'accès, parce que les conditions d'accès sont quand même assez claires, assez simples et balisées depuis longtemps. Et en réalité, on voit bien que quand il y a des difficultés juridiques, quand il y a des contentieux notamment, les contentieux portent sur les conditions d'exercice de la profession, notamment les fameuses obligations précontractuelles, et pour être très concret, par exemple sur l'obligation de conseil. Pensez que 81% des IOBSP maîtrisent l'obligation de conseil, ils n'y sont sans doute pas tous tenus, puisqu'elles ne concernent que les courtiers. C'est sans doute quelque chose qui est excessif, c'est un chiffre qui est curieux et qui invite à réfléchir. Donc là-dessus, sans doute encore un gros travail d'approfondissement, d'explication. Tout ça, ça justifie le temps que chacun est contraint de passer en formation continue, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Alors, une question un petit peu plus générale que l'on a posée, c'était finalement, pour vous, IOBSP, est-ce que la législation vous paraît adaptée ou plutôt
oui, ou plutôt inadapté aux besoins de la profession. Et là, les chiffres sont assez étonnants puisqu'on a à peine plus de la moitié qui estime la législation adaptée aux besoins de la profession, mais on a quand même plus d'un tiers qui estime qu'elle est inadaptée. Selon toi, Laurent, quels sont les éléments qui font qu'elle peut paraître inadaptée, cette législation? Là, ce sont des chiffres qui sont assez forts. Donc, pour dire les choses clairement, on a aujourd'hui, en 2023, 10 ans après l'utilisation de cette législation, des intermédiaires bancaires, ceux qui nous répondent, qui considèrent de façon assez forte et assez massive que la législation n'est pas adaptée à l'environnement d'aujourd'hui. Comment leur donner tort quand on voit toutes les difficultés qui sont là fourmillantes devant nos yeux au début de l'année 2023, qu'on parle de TAEG, de taux d'usure, tous nos sujets habituels, d'accès aux banques, les consommateurs qui sont refusés d'accès, refusés d'instruction de crédit dans les banques simplement parce qu'ils ont commis le crime épouvantable de choisir les services d'un courtier. Enfin, voilà, on en est là. On en est là en 2023. Donc, on a ici une réponse qui est franche et massive et qui est le juste reflet de ce déséquilibre profond qui persiste dans le marché bancaire et qui est caractérisé par une chose qu'on a répétée en permanence et qui est absolument évidemment scandaleuse, qui est la possibilité pour les établissements de crédit et pour les banques de commettre des enfreintes au droit bancaire sans jamais encourir aucune sanction. Donc, s'il y a une clé qui reste vraiment centrale dans le progrès de la profession, du marché, de la législation appliquée aux IOBSP, c'est de voir des sanctions concrètes infligées aux banques qui ne respectent pas le droit bancaire. Tout le reste, c'est de la littérature. Très bien, Laurent. Alors, justement, dans les sujets… Voilà de la littérature. Oui, on voilà la littérature, effectivement, avec un code monétaire et financier qui s'est largement épaissi, j'imagine, depuis 2001. Et un tout petit peu plus que 5 articles. J'imagine. On a extrait trois éléments des réponses à notre sondage qui revenaient souvent, j'allais dire, dans la bouche des IOBSP ou en tout cas au travers des réponses au sondage. Et notamment, un sujet, c'est l'interdiction du cocourtage qui pourtant, Laurent, existe, tu nous le confirmes, en assurance depuis, j'allais dire, belle lurette, depuis des années, et toujours pas en crédit. Pourtant, c'est là aussi une attente forte de la part des intermédiaires en crédit. Comment on explique, Laurent, cette différence entre IAS et IOBSP? Ouais, on ne l'explique pas, Eric, c'est ça qui est dramatique. On devrait plutôt parler de co-intermédiation que de cocourtage. Alors la co-intermédiation existe sous une forme que tout le monde connaît, d'ailleurs, on n'y pense pas quand on la pratique, comme M. Jourdain. C'est la relation entre un courtier, entre un IOBSP plutôt, et un mandataire de cet IOBSP, un MIOB. La relation courtier-MIOB, la relation MNE-MIOB, par exemple, est une relation de co-intermédiation. Sortie de cette relation-là, tout est interdit. Mais rien n'est écrit. La loi n'écrit pas que c'est interdit. Donc, c'est une interprétation. C'est une interprétation, notamment du superviseur, qui n'est pas une interprétation d'ailleurs non plus très claire. Ce n'est pas écrit dans la loi, l'interprétation n'est pas claire, mais c'est répondu comme ça et c'est de temps en temps confirmé sur un coin de table. La co-intermédiation est quelque chose qui ne nuit pas au droit du consommateur ni à sa sécurité. C'est faux de dire que ce serait au détriment du consommateur. C'est évidemment une solution très pratique pour travailler parce qu'elle est très fluide, elle évite de se casser la tête sur des schémas tordus et compliqués qui sont encore plus incompréhensibles par les consommateurs. Et puis, comme tu l'as très justement dit, Eric, le cocourtage est absolument répandu dans le domaine de l'assurance. Il est courant, fluide et il pose aucune difficulté, et notamment aucune difficulté de protection des consommateurs. Donc, on a là un sujet un peu simple qui traîne depuis l'origine, depuis 10 ans d'ailleurs, justement. On fête l'anniversaire de l'interdiction du cocourtage en même temps. Supprimer, clarifier les choses, dire que la co-intermédiation, peut-être en définir des limites et des bornes, justement, mais dire que la co-intermédiation serait possible, que le cocourtage serait possible, ce serait faciliter la vie de tout le monde, des courtiers, mais aussi des consommateurs. Ok.
Très clair. Alors, deuxième sujet qui revenait souvent dans l'esprit des répondants à notre sondage, c'est bien sûr celui du respect du mandat. Et Ouais, évidemment, on va parler de cette réponse de Bercy qui a été apportée ouais, ouais, tu cette peux en semaine faire quelques commentaires, Eric, c'est intéressant. Oui, effectivement, c'était une forte attente de la part des IOBSP, c'était de se dire, ben, voilà, je représente mon client, je suis mandaté par lui, c'est encadré par le code civil, le code de la consommation, le code monétaire et financier qu'on commente ensemble aujourd'hui. Et c'est vrai que on attendait, toute la profession attendait depuis des mois, voire des années, une position, si ce n'est du législateur, peut-être une position claire de la part de la CPR. Bon, on est toujours en attente d'une position claire de la CPR qui passerait peut-être par des sanctions justement pour en cas de non-respect du mandat. Mais en attendant, et ça ça a été perçu comme une très bonne nouvelle par les professionnels de l'intermédiation bancaire en ce début d'année. Ça a été cette affirmation de Bercy de veiller effectivement au respect du mandat et à s'engager aussi à laisser la possibilité d'alerter et de saisir les autorités compétentes en cas d'enfreinte à cette opposabilité du mandat de recherche de capitaux. Donc, affaire à suivre, et on attend effectivement maintenant des faits très concrets après cette réponse ministérielle, puisque ce sont les faits concrets qui permettront de se dire vraiment on a gagné, la profession a gagné, et le consommateur, on ne l'oublie jamais, que le consommateur a gagné. Un dernier sujet, si tu veux bien, Laurent, sujet sur lequel, visiblement, il y a encore du boulot. C'est celui des honoraires et de leur exclusion, plutôt, dans le calcul du TAEG. Un tout petit complément, Eric, sur le sujet précédent, où je te rejoins parfaitement, pour dire que le consommateur, lui, il a le moyen, quand il est maltraité par une banque parce qu'il a choisi un courtier, il a le moyen de signaler à la DGCCRF, à l'autorité de la concurrence, etc. Enfin, voilà, on peut trouver des consommateurs qui ont un peu le sens collectif et qui ont mal vécu d'être maltraités parce qu'ils avaient simplement choisi les services d'un courtier, et on peut leur proposer, eux, de faire des signalements sans exposer le courtier. J'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Oui, alors on va pas refaire, tu as raison, le monde sur le taux d'usure, honoraires et TAEG. Qu'est-ce qu'on peut dire de synthétique là-dessus? Répéter ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire une législation très claire. Les frais, notamment les frais de courtage, ne font pas partie du TAEG lorsqu'ils ne sont pas une condition d'octroi du prêt. C'est écrit dans la loi. Deuxièmement, on sait qu'on a une jurisprudence pour des prêts antérieurs au 1er octobre 2016, on a une jurisprudence qui dit la même chose pour des prêts anciens que la loi d'aujourd'hui qui traite les prêts nouveaux. Donc, on n'a pas une jurisprudence qui va dans le sens contraire de la loi nouvelle, au contraire. Tout ça est archi cohérent. Bon, bref, on a un message très clair là-dessus. Peu de mobilisation, finalement, des professionnels, parce qu'il y a une forte résistance des banques. Les banques trouvent évidemment très confortable d'avoir la main sur la rémunération des IOBSP, alors que la loi ne leur confère pas ce rôle-là. La loi n'a jamais conféré à un établissement de crédit la possibilité d'encadrer la rémunération d'un intermédiaire bancaire au moyen du calcul du TAEG, a fortiori en ne respectant pas la loi applicable. Donc là-dessus, aucune lassitude. Le constat simple de la situation, tout le monde est perdu. Et évidemment, on diffuse la jurisprudence, on diffuse la loi existante, et puis de l'autre côté, on se heurte à la réalité de tous les jours, à des banques qui disent mais non, je ne vais pas faire comme ça, et si tu n'es pas content, tu n'as qu'à aller voir ailleurs. Donc, même chose, tant qu'on n'aura pas des sanctions très concrètes là-dessus, tant qu'on n'aura pas des poussées pour appliquer correctement la loi, évidemment, il ne se passera pas grand-chose, mais ça ne nous empêchera pas de répéter inlassablement ce qu'est la loi. Ça ne nous empêchera pas d'examiner inlassablement ce que va dire la jurisprudence dans les années qui viennent, comment elle va évoluer, ce qu'elle va écrire là-dessus. Donc voilà un sujet dont on est, comme tu le dis, pas sorti. On n'est pas sorti de l'auberge, mais qui fait partie évidemment, qui ressort dans cette interrogation et dans ce sondage, parce qu'il fait partie des épines extrêmement pénibles et scandaleuses aussi, que doivent supporter les IOBSP au moment où on se parle, début 2023, et au moment où on commémore, où on remarque, où on observe les 10 années de législation concernant les IOBSP. Très bien, merci beaucoup Laurent. Notre émission touche à sa fin.
On le voit, grâce à cette législation, il y a eu des éléments positifs, une bonne perception, on le rappelle, des professionnels, notamment sur la protection du consommateur. Et puis, encore 3 chantiers qui doivent continuer de nous mobiliser tout au long des semaines et des mois à venir. C'est ce qu'on a vu, le sujet de la co-intermédiation ou du co-courtage, le sujet du respect du mandat et bien sûr celui du calcul du TAEG. Merci beaucoup, cher Laurent. On rappelle les dates du Salon du Crédit qui aura lieu cette année, les 24 et 25 octobre prochains, au Parc Floral de Paris. On y sera, cher Laurent, bien sûr, Oui. avec toute l'équipe du Salon du Crédit. Et un petit coucou et un grand merci à notre ami Robert Bessoudo qui était aux manettes en régie de cette émission spéciale 10 ans de législation d'intermédiation bancaire. On se dit à très bientôt.